Merci, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Et effectivement, on a beaucoup parlé d'interaction entre espèces depuis le début de l'après-midi. Et on reste dans le thème, puisqu'on va parler aussi d'interaction, mais sur un autre sujet qui a occupé le parc de manière assez intensive à une époque, un peu moins peut-être aujourd'hui. Et effectivement, c'est un gros dossier, parfois rationnel, mais aussi souvent irrationnel. Et donc, au travers de ces différentes études, je vais vous en montrer une notamment qui a impliqué un aspect de collaboration entre différents partenaires sur un programme pour étudier les effets du loup sur les proies sauvages, c'est-à-dire une composante qui était un peu ignorée dans le système puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne mesure pas bien. J'ai ça. Ça marche comme ça. Celle-ci. Ça marche. Celui-là? Non plus. Ah. Ah, bah, il n'y a pas le... Voilà. Ok, et quand on parle d'interaction avec le loup, effectivement, on se pose le problème de l'écosystème qu'on étudie. Et autant on parlait de biodiversité, le loup en tant qu'espèce, on mesurait le nombre de taxons tout à l'heure en nombre d'espèces et on voyait la centaine d'espèces qui produisaient de la biodiversité. Ici, le loup, finalement, c'est plus 1 dans la biodiversité. Donc on entend beaucoup dire, voilà, l'arrivée du loup, c'est quelque chose d'extraordinaire en biodiversité. Sur le plan comptable, si on raisonnait, ça fait plus 1, c'est tout. Par contre, là où il y a du gros changement, c'est que la biodiversité, elle peut aussi se mesurer en termes de diversité de fonctionnement des écosystèmes. Et là, le loup, quand il arrive dans un écosystème, c'est pas du tout pareil. Ça change la donne, à la fois pour ses proies, dans son milieu naturel, et y compris aussi dans un écosystème qui inclut les hommes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le loup cause des dégâts aux troupeaux domestiques, et donc ça change aussi la façon de fonctionner pour les troupeaux domestiques. Donc voilà un petit exemple ici des différents facteurs auxquels sont soumis les proies. Et c'est vrai que dans l'étude du loup, entre guillemets, on aurait pu penser voilà, on équipe des loups, on regarde ce qui se passe, et puis voilà, on étudie quelque chose espèce centrée, et puis on regarde comment l'espèce fonctionne, et qu'est-ce qu'elle mange, etc. Et plutôt que de faire ça, ou souvent, en fait, en faisant ça sur une espèce un peu polémique, on fait que éteindre les feux, c'est tout. Donc vous avancez, vous éteignez le feu, puis il y en a un autre qui s'allume, vous rééteignez le feu, etc. Donc l'idée, c'était de prendre aussi un peu de recul et de travailler sur l'écosystème en lui-même, sachant que l'utilisation du territoire par les loups, les dégâts aux troupeaux, l'impact sur la faune, il est inclus dans une diversité d'espèces qui vivent en communauté. Et ces espèces-là, elles sont soumises à plein d'autres facteurs. Donc identifier la part du loup, l'impact du loup sur ces communautés de proies, ça suppose aussi de connaître un ensemble de facteurs associés. Il y a la densité qui joue sur la dynamique des populations d'ongulés. Il y a évidemment la qualité de l'habitat, la ressource, le climat, les maladies, etc. Vous avez des différents exemples, et notamment en montagne. La vie en hiver n'est pas toujours facile pour les chevreuils et autres proies du loup. Donc, la question qui nous intéressait ici, autant la partie domestique, on la mesurait assez bien, puisqu'on mesure la totalité des constats d'attaque qui ont lieu sur les troupeaux, donc c'est la partie visible, autant tout ce qui se passait autour de la partie sauvage, donc l'impact du loup sur la faune domestique, sur la faune sauvage, pardon, on ne la mesurait pas bien, parce qu'on trouve des carcasses là où on va, là où on les trouve, mais par contre, tout ce qu'on ne trouve pas, on ne sait pas où c'est, ni ce qu'il faut faire. Donc l'idée, c'était de mesurer un peu l'impact que pouvait avoir l'arrivée des loups sur ces populations, sur ces communautés d'ongulés sauvages. Et c'est ce qu'on a appelé le programme Prédateur-Proie, PPP pour les intimes. Voilà, donc il y a eu lieu entre 2007 et 2013 sur le site du parc et notamment sur le site de la Haute-Tinée en collaboration avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le parc du Mercantour évidemment, la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes et le CNRS. Donc un programme au long cours qui nécessitait pas mal d'entrées à suivre, à la fois les proies et les prédateurs. Sur le site de la Haute-Tinée, pourquoi le site de la Haute-Tinée? Parce que c'est un des endroits qui abrite pas mal de biodiversité, mais aussi c'est un des premiers sites où les loups se sont installés après la Vésubie. C'est la deuxième meute qui s'est installée en France.
et donc avec une historique de prédation et une connaissance locale où il y avait de l'arriéré pour commencer à étudier quelque chose de valable sur le avant-après. Donc la question a été pourtant simple, hein, quel est l'impact du loup sur les proies? Donc vous imaginez ce qu'on peut entendre de droite et de gauche, y compris de nos politiques émérites, où voilà, en gros, un loup, on sait combien ça mange, ça fait X kilos de viande, on multiplie par le nombre de loups, ça fait le nombre de kilos, on divise par le poids moyen, et ça fait le nombre de proies qui sont tuées par an. Donc tout ça marcherait super bien si tout était additif et linéaire et multiplicatif, sauf que j'aurais beaucoup aimé, mais malheureusement c'est rarement ça dans les écosystèmes. Et tout l'enjeu se résume à regarder surtout les compensations et les interactions entre les facteurs. Évidemment, puisque le fait que le loup tue des proies, évidemment, ça crée de la mortalité. Mais cette mortalité peut être en partie compensatoire, puisque s'il tue des animaux qui sont de toute façon destinés à mourir, l'impact il est zéro. En revanche, s'il tue des animaux qui sont susceptibles de produire du recrutement, l'impact va être plus important sur la dynamique de la proie. Donc il y a la sélectivité de la prédation qui va jouer un rôle. Il y a le report de prédation sur une espèce généraliste qui va jouer un rôle. S'il prend une espèce, il prendra l'autre. D'accord ? Les adaptations comportementales des proies qui sont importantes, puisqu'on peut avoir des réactions des espèces, y compris à sélectionner d'autres types d'habitats pour mettre bas et éviter la prédation. Ce sont des mécanismes de réaction à anti-prédateur. Et les effets indirects, c'est-à-dire que la prédation peut aussi jouer sur la vigilance des animaux, sur le fait de passer plus de temps à sécuriser son environnement qu'à manger, ce qui peut induire un coût pour la reproduction derrière. Donc tout ça, la question au départ est simple, mais dans les faits, pour la mesurer sur le terrain, elle va devenir très complexe si on veut maîtriser tout l'ensemble de ces facteurs. Donc l'idée, c'était d'avoir une étude à long terme pour l'investir dans les deux sens, c'est-à-dire de suivre en parallèle les proies et le prédateur, ce qui est rarement fait dans la littérature. Pourquoi? Parce que c'est pas illogique, hein, c'est juste parce que c'est compliqué. Et donc ça nécessite d'avoir une vision sur le long terme et de pouvoir le tenir suffisamment longtemps, donc avec les financements, la logistique qui va avec, etc. Vous connaissez ça par cœur. Et d'avoir cette dimension plurispécifique qui est aussi un des critères très pas innovants, puisqu'on connaît déjà, mais en tout cas, sur ce système, sur les grands mammifères, c'est relativement rare d'étudier plusieurs espèces en même temps. Et sur les plus grosses études, vous avez le loup et une autre espèce, avec des très belles études, le Yellowstone, vous connaissez, etc. Par contre, qui ignore complètement l'environnement qu'il y a autour et les espèces alternatives, les ours, les proies, les prédateurs alternatifs, etc. Donc, qui voient une petite partie du système. Donc voilà l'idée de ce programme de collaboration entre nos 4 organismes ici sur le site. Et les inconnus à résoudre, c'était en fait faire la part des différentes sources de mortalité. Donc les proies peuvent mourir de plein de choses différentes, y compris du loup, et certaines peuvent favoriser la prédation aussi. Et quel est le bilan sur la communauté d'ongulés sauvages de plusieurs espèces, en particulier la mortalité d'abord, mais aussi sur les coûts induits de la reproduction ensuite. Donc la mise en place sur le terrain au départ pour approcher ce système, plutôt que de partir billantelle sur un seul site et de regarder ce qui se passe, puisqu'il fallait du avant-après, on a d'abord travaillé en transversal. L'idée était de dire, voilà, si ça a un impact sur la survie, notamment la survie des adultes qui est très important sur les ongulés, cette survie étant très stable à l'habitat et aux autres variations de phénomènes climatiques, etc. Je parle de la survie adulte, hein. On s'attendait à avoir sur un site sans loup ou sans meute de loup installé, avec une pression de prédation donc quasi nulle, il y avait quelques animaux de passage, une différence de survie qui soit supérieure ici à une survie moyenne dans un territoire où les ongulés habitent dans une zone très fortement soumise à très fort risque de prédation. Donc voilà la première approche comparative sur les survies adultes. Et donc en fait, pour faire ça, il faut engager le système sur des deux côtés. D'un côté où il y a des loups, suivre les loups à la culotte pour identifier tous ces actes de prédation. Donc en gros, essayer d'identifier tout ce qu'on manque habituellement dans notre recherche classique du terrain, toute la partie cachée. Donc d'où des colliers GPS programmés pour trouver chaque jour des clusters, donc des agrégations de points qui identifiaient des stations de l'animal chaque nuit. Et chaque station, donc avec des règles de décision, hein, était visité pour voir s'il y avait une proie qui avait été mangée et identifier quel type de proie, quel âge, etc., etc.
Donc c'est un peu identifier tous les sites de prédation qui avaient lieu sur un mouchard de la meute équipé de ce collier. Donc vous avez ici une des femelles équipées de colliers, il y en a eu 4 au total, donc, qui ont mobilisé à la fois des dispositifs de piégeage au sol et 2 fois des dispositifs hélicoptères, donc, qui peuvent paraître assez invasifs, du moins c'est les grosses manœuvres, hein. Donc avec du fléchage par hélicoptère. Donc sur conseil des Américains et des Suédois qu'on avait fait venir, bon au départ, pour tout vous dire, on n'y croyait pas trop, et donc ils ont un peu insisté parce que c'était leur savoir-faire aussi, sur un workshop qu'on avait mis en place international ici en Haute-Tinée. Et bon, voilà, donc là, pour le premier coup, on a essayé, et en une semaine, il y avait un loup capturé. Bon, ils faisaient pas trop les fiers quand ils étaient dans l'hélico, je vous avoue. Donc on a mobilisé l'équipe suédoise pour faire ça. Mais bon, globalement, sur une semaine de travail, malgré tout l'investissement et tous les agents qui ont participé, en une semaine, il y avait un loup au bout, et ce qu'on n'aurait pas pu forcément faire sur du piégeage au sol, qui a nécessité du travail de longue haleine pour en capturer 2 autres. Avec cet outil. Donc voilà un peu l'idée de capturer des loups, c'était déjà de voir dans l'emprise de la meute les domaines vitaux, donc dans quel territoire on travaille, sur quel domaine vital le loup évolue, et d'identifier un peu dans quel cours on joue. Est-ce que c'est dans 10 mètres carrés, dans 10 hectares, dans 25 hectares? Or, il se trouve que c'est entre 250 et 300 km². Donc on est à 30 000 hectares, hein. Voilà, pour une seule meute. Donc déjà, on est sur des espaces difficilement prospectables à l'échelle du mètre carré ou même de l'hectare. Donc ça veut dire qu'il faut chercher très large. Et on voit très bien aussi d'ailleurs que ces 3 louves qui ont été marquées de façon successive, elles appartenaient à la même meute. Et on voit qu'elles utilisent à peu près le même espace, hein, sur tout le haut de la vallée de la Tinée, dont une qui est partie côté italien un petit moment. On verra dans le détail après les dimensions. Qui font une bestiole qui fait plus de 25 km par jour. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'on savait un peu dans la littérature, mais pas forcément dans les milieux montagnards qu'on a chez nous. Voilà, donc là, pour ceux qui connaissent, hein, on est ici, on est sur les bords d'Isola, ici le Mont Mounier, là la vallée du Var qui remonte, et ici le col de la Bonnette, là-bas c'est l'Ubaye. Donc ça vous donne un peu les dimensions de territoire. On est vraiment sur du 20 000 hectares, pardon. Et ça, c'est tous les points d'une seule louve qui est partie côté Ubaye d'ailleurs en dispersion en fin de parcours. Les rythmes d'activité également, qu'on a pu mesurer grâce à ces loups marqués. Ici, vous avez les 2 premières louves. Très clairement, vous avez le rythme d'activité de nuit, ici, qui tombe le jour, qui est minimal, et qui repart progressivement à la tombée de la nuit. Donc un rythme d'activité très périodique, même si évidemment vous aurez toujours des observations de loups le jour qui rentrent trop tard. Voilà, ça se voit pas régulièrement, c'est occasionnel, mais ça existe. Et voilà, modéliser maintenant, tous les actes de prédation sont mis en blanc ici, donc tous ceux qui ont été contrôlés avec ces GPS. Et derrière, la modélisation du domaine vital, mais cette fois de façon dynamique, en regardant les corridors et en utilisant les activités de l'animal, les mesures d'activité par le collier. Et on s'aperçoit qu'il y a des zones de chasse très contrastées, en bleu avec les fortes pressions, et puis entrecoupées de corridors de passage, qui sont relativement récurrents, mais qui changent lorsqu'on est avant tanière pendant l'hiver, et post-tanière, puisqu'il y a un effet effectivement d'élevage des jeunes qui va changer la donne en matière de pression de prédation pour tous les ongulés derrière qui subissent cette prédation. Donc on sait déjà qu'il y a une structuration spatiale de la pression de prédation qui va changer. Si vous êtes un ongulé l'hiver et que vous habitez ici, c'est pas bon. Par contre, si vous habitez là, après, c'est plutôt bon. Voilà, donc il faut choisir. Et souvent, les ongulés ne peuvent pas choisir parce qu'ils sont contraints dans leur domaine vital avec leur territoire. Autre enseignement, avant et après la mise bas par exemple, 2 des louves qui avaient été capturées étaient des louves alpha, reproductrices et dominantes dans la meute. Et on a pu regarder un peu les dates de mise bas avec le rythme d'activité juste avant la mise bas qui tombe à 0 à l'entrée en tanière. Et finalement, qui reprend une activité progressive, hein, pas tout de suite, elle ne repart pas en chasse tout de suite, et l'activité progressive reprend jusqu'au mois de juillet
pour reprendre après le rythme, donc jour-nuit évidemment, au fur et à mesure. Mais il faut à peu près 2 mois pour que la femelle revienne en activité classique d'exploitation de son territoire et à un rythme d'activité standard. Et on a à peu près le même schéma sur l'autre louve, mise bas au 17 mai, ici au 23 mai. Tous les loups qu'on a pu contrôler aujourd'hui naissent, les naissances ont lieu dans la deuxième quinzaine de mai. C'est assez synchronisé. Et voilà, on a le même schéma ici qui reprend jusqu'au début juillet, où là on commence à avoir le rythme d'activité et qui s'étend de plus en plus loin de la tanière 2 mois après. Et à côté, donc je vous disais qu'il fallait regarder le schéma par les 2 bouts de la lorgnette. Il y avait plus de 300 ongulés marqués, donc la grosse plus-value de ce programme, elle est pas mal sur les loups marqués, où on apprend comment le loup fait pour exploiter son territoire, mais elle est surtout aussi sur les 300 bestioles marquées en proie. Donc ça, c'est assez inédit sur 7 ans. Donc ça suppose évidemment beaucoup d'efforts de capture, beaucoup d'efforts de monitoring derrière, 3 fois par semaine. Alors à l'époque en VHF, on a commencé en 2007, aujourd'hui on équiperait tout en GPS évidemment. Donc avec une équipe locale qui a mixé tous les agents de l'ONCFS en local, du parc et de la Fédé pour suivre les bestioles. Vous avez ici quelques exemples. Et l'objectif était de rechercher toutes les causes de mortalité. À chaque fois qu'il y avait un cluster, on se rendait sur place pour regarder si la bestiole était marquée, déjà d'une part, et de sa cause de la mort ensuite. Donc différencier les causes de mortalité. Et parmi les résultats, vous avez ici un résultat assez marquant où vous voyez que les camemberts ne sont pas du tout équivalents entre les 3 animaux. Pourtant, ces 3 animaux sont dans la même meute 3 années différentes. Donc il y en a une à fort hiver, avec un fort hiver ici. Ici, c'est toujours une autre alpha, mais l'hiver un peu plus doux. Et ici, c'est un louveteau. Donc on voit que le type de prédation que vont faire ces 3 animaux ne sont pas du tout les mêmes selon le statut social qu'ils occupent et selon les conditions météo qui sont derrière. Donc on voit très bien l'interactivité des facteurs qui sont en jeu là derrière. Et à la fois avec le domestique qui fait partie des proies du loup sur la totalité des 3 loups suivis. Et si on rapporte ça maintenant à l'ensemble des animaux marqués, donc 300 bestioles suivies par espèce, pas par espèce, pardon, sur la totalité des espèces, donc le plus c'était le chamois quand même, et qu'on rapporte ça à ce nombre d'animaux qui sont encore vivants à la fin de l'étude, qui étaient encore vivants, et puis ceux qui étaient dus par la prédation du loup, en orange ici, on voit que la part de la prédation représente un peu moins de 7% pour le plus fort, qui est le chevreuil, comparativement à l'ensemble des autres espèces. Donc voilà un peu traiter la gamme, la cour dans laquelle on joue, où on n'en avait aucune idée au départ. Est-ce que c'était 10, 20, 30, 50% de cas de mortalité? Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on joue dans la cour des 10% au maximum, et avec de l'interactivité des facteurs, notamment sur le chevreuil, plus les hivers sont forts en neige et plus l'impact est fort. On peut avoir moins 13% de survie sur les chevreuils. Et on a eu un épisode de Kerato aussi sur le chamois qui a produit à peu près le même effet. Donc là où on a un problème, c'est qu'on ne sait pas exactement différencier les sources, le facteur qui crée cette baisse de survie. Donc ça, c'est un design, un autre manip expérimental qui peut permettre de faire ça, mais c'est compliqué en expérimental puisqu'on ne maîtrise pas la météo comme on voudrait, comme on peut le faire dans une boîte de pétri ou autre. Et puis un autre point important, c'est que cet impact-là, finalement, il est très faible à l'échelle du territoire. Donc le loup écrète le taux de croissance des proies, mais avec cette... au lieu de croître à 17, 18 ou 20% par an, comme peuvent le faire les populations d'ongulés, ça sera 15 ou 10 dans certains cas. Donc ils vont continuer la croissance, mais plus lente. Par contre, il faut faire un petit peu attention, notamment pour les espèces chassées, qui subissent d'autres sources de mortalité lorsqu'elles se concentrent sur des petits territoires au milieu de plein d'autres espèces d'ongulés. Je pense aux mouflons notamment, pour certains territoires, mais pas que. Ça peut être aussi des petites populations de chamois ou de chevreuils. Donc là, en matière de gestion, qui nous intéresse aussi, puisqu'on travaille aussi sur des milieux ordinaires chassés, pas que dans des sites protégés. Donc en termes de gestion, c'est quelque chose à prendre en compte dans la gestion des territoires et des espèces pour la chasse, des espèces chassables en tout cas. Donc, par contre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de gros effets majeurs à l'échelle du territoire qu'il n'y en a pas.
Et donc, par contre, le facteur peut se jouer, l'impact peut se jouer à une échelle plus fine que celui du territoire, à savoir des territoires très impactés, et puis qui va produire du changement d'utilisation de l'espace par les proies. Ça peut être un deuxième effet, le deuxième effet qui se coule, qui peut être complètement transparent si vous l'étudiez à grande échelle, alors qu'à petite échelle, il va commencer à apparaître. Donc ça, c'est un deuxième point qu'on aimerait bien investir dans une deuxième intention. Et notamment aussi investir tous les milieux. On a travaillé là, ici, dans un milieu protégé, avec une partie en zone d'adhésion qui était chassable, mais la plus grosse partie, c'était le cœur de parc. Et là, maintenant, le loup est présent partout dans les Alpes, ou quasiment. Et donc, on a affaire à la gestion à la fois de la chasse et des animaux chassables, et des milieux où il y a des troupeaux domestiques qui pâturent. Donc, tout ça rentre en interaction dans un système qu'on pourrait décrire comme celui-ci, avec de la forêt, des ongulés, des chasseurs, des loups, des moutons. Et tout ça doit être en interaction. Et maintenant, il faut rajouter des composantes au système, sachant qu'on sait dans quel cours on joue aujourd'hui, pour savoir si on doit chercher plus de 10%, moins de 10%, ou bien plus de 50% ou moins de 50%, mais pas les mêmes méthodes derrière. Voilà, donc simplement pour terminer, c'est aussi le moment d'avoir un petit temps, une pensée pour Xavier Tardy, qui nous a quittés un peu trop tôt et qui était un des premiers instigateur de ce programme au départ. Donc voilà un collègue. Merci à lui. Et voilà quelques images maintenant du PPP pour ouvrir les questions si ça marche. Ou si ça marche pas. C'est pas grave. Voilà. Merci. Merci Christophe. On peut commencer les questions et puis on verra le PowerPoint ensuite ou en même temps. En fait, vous attendez les photos. Hein. Merci. Oui, une question très simple, Christophe. Vous avez étudié l'influence sur les populations d'un certain nombre d'ongulés, et qu'en est-il du sanglier ? Donc, pour l'instant, on va dire qu'on n'en a aucune idée, même si on n'a pas beaucoup d'espoir d'en voir un. Voilà, donc la dynamique du sanglier, vous la connaissez aussi bien que moi, ça pulse de façon importante sur des populations, notamment en plaine ou en milieu où aujourd'hui le loup est présent, donc c'est une proie du loup. À l'époque où on a fait ça, évidemment, en montagne, c'est pas du tout le milieu, enfin les proies de prédilection, simplement par une histoire de disponibilité. Hein, le sanglier commence à arriver, ou du moins depuis une dizaine d'années. Il est de plus en plus présent en montagne, mais aujourd'hui, la question peut se poser dans des milieux type Ardèche, voilà, dans des territoires comme ça, Canjuers, le Var et tout. Même si on m'a posé la question il y a quelques années déjà en arrière, et globalement, on peut essayer de mettre des billes, mais on n'aura pas beaucoup d'espoir d'enrayer la dynamique de population des sangliers grâce au loup, cette fois. On voit déjà l'impact que ça peut avoir sur des populations d'ongulés qui peuvent être plus fragiles, avec des dynamiques beaucoup moins importantes. Le sanglier, voilà, vous avez des populations avec des taux de croissance de 150% par an. Donc voilà, à la limite, il peut y avoir un effet spatial, ça je veux bien y croire, mais en tout cas, ce n'est pas documenté dans la littérature. Il y a beaucoup d'études qui font du régime alimentaire, qui montrent dans le sud de l'Italie que c'est 80% du régime alimentaire, par exemple, mais aucune, d'abord parce qu'on ne sait pas mesurer les densités de sangliers, ça c'est la première étape, par laquelle il faudra commencer, et je ne suis pas sûr qu'on ait la résolution suffisante pour retrouver des choses à plus ou moins 10%, en plus ou en moins à cause de la prédation ou à cause d'autres choses. On n'y arrive déjà pas avec l'intensité de la chasse, où il se prélève plus de 500 bestioles par commune à certains endroits. Donc vous voyez un peu la gamme dans laquelle on joue.
Ah, Non, mais c'est pas grave. tu nous les commentes ou pas? Tu veux les commenter? Non, non, c'était quelques images pour la fin et pour les questions. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu la diversité des bestioles marquées. Donc certaines photos qui sont assez chouettes. Voilà, juste simplement, c'était pour vous illustrer un peu toutes les différentes actions. Donc ici, les manips hélico qui ont eu lieu avec les Suédois. Et quelques photos d'animaux marqués et suivis. Alors c'est vrai que ça fait des animaux un peu décorés. Aujourd'hui, ils ont des drop-off, donc ça permet de libérer les colliers au bout d'un an ou X années quand le collier arrive à échéance. Donc ça, c'est plutôt sympa, qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Et voilà un peu les images. Bon, ça tombe bien, on tombe après manger, donc c'est cool pour trouver les prédations. Mais c'est aussi le quotidien dans les zones à loups. Voilà l'équipe du workshop international avec des Américains et des Suédois qu'on avait invités pour quelques conseils. Les chamois marqués avec des codes visuels pour pouvoir les identifier et faire leur histoire de vie en capture-recapture, donc probabilité de les détecter, etc. Donc tous les modèles de survie ont été faits en capture-recapture, capture, marquage et recapture pour chacune des espèces. Voilà. Moi j'ai une petite question, on va partir collectivement avec le Mercantour dans un programme live sur le loup et avec d'autres partenaires aussi. Je sais qu'il va y avoir un nouveau PPP, est-ce que vous avez pu finaliser le lieu? C'est validé? Alors non, on n'a pas finalisé le lieu, on a finalisé le projet. Voilà, donc après il faut assurer le portage de ce projet dans un territoire pilote. Bon, c'est toujours très compliqué parce que quand on parle de loup, tout de suite ça monte un peu au créneau et plus vous concertez, plus il y a de problèmes. On parlait d'aspect collaboratif tout à l'heure avec Isabelle et on est pleinement là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans la balance entre associer plein de gens parce que les gens sont des acteurs de près ou de loin du dossier et le dossier couvre les aspects sociaux, les aspects techniques, les aspects domestiques, les aspects de chasse, les aspects administratifs, les aspects financiers. Donc c'est un vrai représentant de la diversité écologique, de l'interface écologique en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut toujours balancer entre la concertation et puis faire en sorte que chacun puisse apporter une plus-value, parce que c'est ça la richesse de la collaboration, ce que disait Isabelle. Par contre, on est dans la balance à savoir que ça génère aussi beaucoup de difficultés jusqu'au blocage. Qui fait que le programme ne sort jamais quand vous concertez beaucoup et que vous essayez de mettre plein de monde dedans. Donc là, c'est vrai que en matière de loup, c'est toujours assez épidermique, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, chacun a la sienne. Mais tout le monde veut la connaissance, et puis après, quand il s'agit de le faire, on vient sur des choses un peu plus terre-à-terre, de gestion du loup, de tir, de marquage, de capture, de relâcher. Des choses assez simples, mais finalement, oui, quand d'un côté on tire des loups sur des foyers d'attaque par exemple, qui peut se justifier sur ce plan-là, et puis de l'autre côté, vous dites on les marque et puis on le relâche pour voir ce qu'il fait, l'éleveur, lui, il dit il comprend pas. Il vous dit oui, mais ok, mais c'est bien gentil, mais pourquoi celui-là on le tue pas, quoi. Ça peut être très simple, mais comme raisonnement, mais voilà, lui, son problème, c'est qu'il a des dégâts, quoi. Alors après, c'est aussi de l'éducation, de la connaissance, et puis il y en a plein qui veulent de la connaissance, hein, on est d'accord, mais il faut qu'on arrive à convaincre un peu au-dessus, voire après, c'est pas essentiel non plus de capturer et de marquer des loups en GPS, on peut faire plein d'autres choses, pas la même chose, mais avec d'autres outils. On parlait du régime alimentaire par métabarcoding tout à l'heure, on en a déjà fait, on a déjà testé les méthodes. Voilà, ça ne renseigne pas exactement les mêmes paramètres. Mais on est beaucoup parti sur l'occupancy, probabilité que l'espèce soit présente, sachant le dispositif d'échantillonnage, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez porteur dans lequel on va s'engager, je pense, sur du multisite. J'ai une question un peu technique pour Christophe. Jack, agent de constat sur le bail. Est-ce qu'on sait maintenant un peu plus scientifiquement la période après la naissance des louveteaux, à quel moment ils commencent à apprendre à chasser?
Oui, donc ça c'est de plus en plus au jour avec l'utilisation des caméras thermiques. Donc ça aussi c'est un outil un peu révolutionnaire depuis quelques petites dizaines d'années maintenant qui se démocratise un peu, à la fois pour la recherche mais pour la vision de la faune de nuit, quoi. Et donc là on commence à voir ce qui se passe sur un prédateur qui est actif essentiellement la nuit. Et voilà, donc là l'utilisation des caméras confirme effectivement tout ce qu'on avait déjà en GPS, donc à savoir à partir de fin septembre, ça commence à être beaucoup plus lâche sur les sites de rendez-vous. Et là, à partir d'octobre, en ce moment-là, les animaux sont complètement émancipés pour commencer à les chasser avec la meute. Après, il y a de la variance, hein. Les sites de rendez-vous, s'ils sont très dérangés, ils peuvent quitter plus tôt. S'ils ne sont pas dérangés, ils vont rester là. Voilà. Mais on a des images au mois de septembre où il y a 900 bêtes, 900 moutons qui passent au pied du site de rendez-vous. Les loups se lèvent, ils regardent, ils se rassoient, ils se recouchent et au petit matin, quoi. Et voilà. Donc en gros, c'est la gamme qu'il faut retenir, c'est à fin septembre. Oui, Christophe Daujon. Oui, l'activité nocturne qu'on observe ici, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe en général chez cette espèce? C'est documenté ailleurs ou c'est spécifique? Ou est-ce que le loup est capable d'adapter cette activité en fonction, je ne sais pas, de la densité humaine ou ce genre de choses? On constate de plus en plus d'attaques de jour. Ouais, c'est l'activité de nuit, c'est le standard, bon, comme beaucoup d'espèces de mammifères, hein. Après, effectivement, l'adaptation chez le loup, c'est pas tellement de l'adaptation au long cours, c'est surtout de l'adaptation action-réaction. Donc, comme on disait, on a aussi de plus en plus, pas de plus en plus, mais en tout cas en fréquence, on a de plus en plus d'attaques de jour, ou du moins vécues comme ça. Et donc, on voit les animaux qui arrivent à s'adapter simplement. Au lieu de rentrer avec des troupeaux bien défendus la nuit, avec des chiens de protection, etc., un animal qui rentre plus tard, qui existait avant aussi, mais qui ne faisait pas forcément de dégâts ou qui avait mangé par ailleurs, il n'aurait pas fait de dégâts, alors que là, s'il a subi plusieurs échecs pendant la nuit avec les troupeaux, s'il trouve un truc qui est déjà sur son chemin en rentrant, eh ben, il va faire une attaque. Donc c'est plus l'occasion qui fait le larron, parce qu'il a été dérangé la nuit, que le fait qu'il soit plus actif de jour que de nuit. Enfin, c'est ce qu'on pense en tout cas. Robin Duborget, enseignant. Vous avez parlé du mouflon et de son interaction avec le loup, qui avait une gestion par rapport à ça, par rapport à la fragilité des populations. Et alors déjà, ça, quelle est la gestion? Et est-ce qu'il y a un intérêt, puisque le mouflon, il est introduit non, dans le Mercantour? Oui, donc ça c'est effectivement une question de politique de gestion des espèces. C'est quoi une bonne espèce ou une mauvaise espèce naturelle, entre guillemets? Donc oui, le mouflon a été introduit. C'est aujourd'hui une espèce qui est dans le paysage courant de la montagne. Mais le bouquetin qui était présent avant a aussi été réintroduit à certains endroits. Mais on peut imaginer que c'est parce que son aire de répartition initiale était aussi là, etc. Mais on avait aussi du tard de l'Himalaya, si on remonte dans l'histoire. Et quelqu'un qui voudrait dire pourquoi on ne remet pas du tard de l'Himalaya, on pourrait le justifier aussi. Donc bon, ça c'est de l'avis de chacun qui doit gérer ce genre de truc. Bon, effectivement, moi je partage ton avis sur le mouflon. Maintenant, effectivement, les chasseurs ou les gens du pays, aujourd'hui, le mouflon fait partie du paysage des Alpes et de manière complètement logique, et ils s'en débrouillent très bien. L'impact sur le mouflon, il a beaucoup défrayé la chronique à une époque parce qu'effectivement, on avait des grosses populations de mouflons, voire limite de l'élevage en nature. C'est un troupeau de moutons quand même. Voilà. On a des endroits où il y avait plus de 1200 mouflons sur une montagne, quoi. Donc voilà, je pense à Bure, etc., dans les Hautes-Alpes. Alors c'est super, hein, parce que vous allez vous balader en montagne, vous voyez de la bestiole, quoi. C'est super sympa. Mais voilà, est-ce que c'est logique ou pas? Ça, c'est la politique qui le dit et aussi voilà, l'éthique que les hommes veulent mettre dans la nature ou pas. Mais oui, il n'y a pas plus d'impact sur le mouflon que sur autre chose, à la différence près que sur le mouflon, ça se voit beaucoup sur des troupeaux qui sont très denses au milieu d'autres populations qui sont plus faibles. Par contre, quand elles descendent, c'est ce qui s'est passé dans le Mercantour, mais dans d'autres aussi, en dessous de
de 200, 150, 100 mouflons. À ce moment-là, la diversité de l'autre cortège devient plus importante et le report de prédation s'effectue sur les autres espèces. Donc pour l'instant, il y a un endroit où c'est limite dans le Vercors, où ils disent ne plus avoir de mouflons du tout, où il en reste peut-être 2 ou 3. Donc bon, je n'ai pas plus de détails que ça aujourd'hui, mais sinon la plupart des autres populations de mouflons qui étaient déjà bien installées le sont encore, mais à des effectifs beaucoup plus bas et répartis différemment. Ça aussi, c'est un impact, c'est un des impacts qu'on n'a pas mesuré dans ce programme et qui est, je pense, un des fers de lance des prochains programmes. Regarder l'influence spatiale sur les proies. Et on le voit sans forcément faire de mesures sur les cerfs, sur les chevreuils. Il y a vraiment un changement d'utilisation du territoire qui plaît bien aux forestiers, pour la partie des cerfs en tout cas, et qui voit là-dedans une manière de redispatcher les cerfs différemment dans le territoire. Donc sur les zones de concentration, ça peut être aussi, ça peut changer la donne en matière de gestion.